Dans Samel 13 Télévision, votre chaîne qui travaille pour les terrains de la République démocratique du Congo. Samel 13 vous présente un nouveau numéro de Congo Presse, votre émission qui analyse des sujets d'actualité de la RDC avec des journalistes. Le parti de Mouzito en concret, dès ce 28 septembre au 29, donc, le nouvel élan de Adolphe Mouzito sera en concret ne pas siéger ou entériner qui sera leur candidat au niveau présidentiel pour les élections du 20 décembre 2023. Et donc, je vous rappelle seulement que l'UNC, tout comme d'autres partis ACP de Popila, ont quand même choisi Félix Tshisekedi comme leur candidat au niveau présidentiel pour, bien sûr, l'élection du 20 décembre 2023. Donc, voilà. Donc, on va prendre encore une autre actualité. Au moins 5 personnes, dont un policier, ont été tuées depuis jeudi 21 septembre 2023 à Goma et ses environs, d'après les informations publiées par les médias d'information en ligne Alternance.cd. Des nouvelles manifestations ont été organisées vendredi 22 septembre dans le chef-lieu du Nord Kivu contre les sécurités des habitats, ont protesté contre le meurtre par balle des membres de mouvements citoyens à Bouémé en de points chauds de Goma. Un autre point, accusé d'avoir violé 20 fois sa ménagère. Ça, c'est très grave. Éric Bokula, déshabillé de ses immunités parlementaires. Ça, ce sont des informations publiées sur alternance.cd. L'Alternance dit, dans un article publié le 20 décembre dernier, ces sites annonçaient déjà eu du plainte contre le député provincial Éric Bokula par son ex-ménagère qui l'accuse de l'avoir violé sexuellement une vingtaine de fois, accompagné de menaces. L'affaire portée devant le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa m'a été par l'avocat de la victime présumée, maître Éric Kaposa, a intéressé l'Assemblée provinciale de Kinshasa et celle-ci a levé les immunités parlementaires du suppléant du vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Moulumba, alias Gekoko Moulumba. Nous indique Alternance. Assemblée nationale, dernière chance pour des pères et des mères. Ça, comprenez qu'il s'agit de la loi de Noël Etiani. Alternance dit la proposition de loi dite loi Tiani qui vise à réserver les plus hautes fonctions de l'État dont la magistrature suprême aux seuls Congolais nés des pères et des mères congolais n'est ni abandonnée ni gelée. Elle figure parmi les matières retenues dans le projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2023, la dernière de cette législature, adoptée par la plénière de l'Assemblée nationale mercredi 20 septembre. On va prendre l'actualité de manière générale, mais du moins on va prendre quelques sujets très intéressants qui auront fait l'actualité de notre pays. On va revenir un petit peu sur le discours du chef de l'État. C'est le 8e, je crois, sommet des Nations Unies. Quels sont les contours et les avantages, qu'est-ce que le chef a dit. Je crois que d'autres médias sont revenus sur ça, mais de manière spécifique, les invités vont prendre quelques aspects importants qui concernent la République démocratique du Congo. Ce sera la première thématique, mais on va revenir également sur les traitements réservés aux professeurs d'université en République démocratique du Congo. Ce sont des gens qui ont formé beaucoup d'intellectuels dans ces pays. Est-ce que les traitements leur réservés
par le gouvernement est à même de leur permettre de continuer à encadrer des générations comme ils l'ont toujours fait. Alors, Gilbert Ngonga, bienvenue à Congo Presse qui vous a quand même manqué. Vous avez fait quand même un certain temps sans participer à cette émission. Merci beaucoup Francis Ochoudi pour l'invitation que tu m'as lancée plus tôt. Merci aussi aux téléspectateurs de ces grands médias de Kinshasa qui nous suivent chaque samedi à 16h pour des analyses pertinentes. Ce plateau m'a beaucoup manqué près de 2 mois ou 2 mois carrément, faute de temps. Mais aujourd'hui, on est là pour répondre à votre invitation et satisfaire les téléspectateurs et les internautes, bien sûr, qui vont nous suivre sur notre chaîne YouTube. Alors, vous gardez encore le numéro avant de prendre le micro plutôt avant de prendre un autre invité, un autre confrère. J'avais un petit commentaire. Il est vrai que l'affaire est portée devant la justice. Nous n'avons pas le droit d'entrer à profondeur sur des questions qui sont déjà portées devant les instances judiciaires. Mais je voudrais, à votre attentement, la question sur les députés provinciaux suppléants de l'actuel vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui est présumé jusqu'à la dernière seconde. Il faut dire que ces immunités parlementaires ont été levées. On l'accuse par sa ménagère, tel qu'on vient de lire à travers un article de Média en ligne alternance.cd. Eric Boukoul a été est accusé par sa ménagère de l'avoir violé 20 fois. Plus de 20 fois. Et ses immunités parlementaires sont levées. Tout à fait. Francis Ochoudi, regardez. Tu l'as dit, l'affaire est entre les mains de la justice. Donc on ne peut pas faire des commentaires là-dessus. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que il est de son droit, n'est-ce pas, que cette dame ménagère du député provincial de Kinshasa, qui serait de l'UDPS, sauf erreur de ma part, de porter plainte devant la justice pour que ces députés répondent devant les instances judiciaires. S'il s'avère qu'il a réellement violé la dame, il sera jugé et condamné parce que nous sommes dans un état dit de droit. Effectivement. Et là, c'est la respiration de l'état de droit. Donc, la ménagère a droit de porter plainte contre son patron, n'est-ce pas, qui d'après elle l'a violé plus de 20 fois. Plus de 20 fois. Et si c'est vrai que ce député de l'UDPS a violé cette pauvre dame, qui je suppose a sa femme, ses enfants, a plutôt son époux, son époux et ses enfants. Ses enfants, et ça sera vraiment une grande honte pour la République démocratique du Congo, pour le parti présidentiel, parce que ces députés seraient de l'UDPS. Et puis je me dis, cette jeune dame a été violée plus de 20 fois. Donc a violé les lots à Zongi. Oui. Donc a violé à Zongi. Si c'est vrai, plus de 20 fois. Si c'est vrai, cela voudrait dire qu'il y avait consentement. Parce qu'on parle du viol quand il y a manque de consentement. Voyez, la dame a été violée pour la première fois. Elle n'a pipé aucun mot. La deuxième, la troisième fois, jusqu'à la 20e fois, elle dénonce. C'est une dénonciation tardive. Mais moi je me dis, si elle a dénoncé un peu très tard comme ça, cela voudrait dire qu'il y a eu consentement. Donc ils se sont mis d'accord de faire l'amour régulièrement. Et après, peut-être qu'il y a eu des malentendus entre les deux. Et par conséquent, la dame porte l'affaire à la justice. J'ai vu les députés lui-même, je crois sur son compte Twitter, dénoncer des officines politiques qui seraient derrière la dame pour... je crois il doit avoir... le député aurait introduit une motion contre un ministre ou une autorité de la province, et d'après lui c'est ce qui explique qu'on puisse monter des stratégies, question de les déstabiliser pour qu'ils ne puissent pas poursuivre avec ce combat. En tout cas, je suis désolé parce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, n'est-ce pas, doit jouer pleinement son rôle, et les affaires privées ne doivent pas affecter, n'est-ce pas, le travail qu'abat ce député national au niveau de Kinshasa. Vous voyez? Mais moi je me dis, les enquêtes sont en cours, l'affaire est entre les mains de la justice. Dans les semaines ou dans les mois qui suivent,
nous saurons la vérité sur cette affaire. Si réellement cette dame a été violée plus de 20 fois, que ce monsieur soit jugé et condamné conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il soit acquitté. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. Mais moi je condamne seulement cette dame, n'est-ce pas, d'avoir cautionné une violence de plus de 20 fois. Et finalement, il vient au vu et au su de tout le monde pour dénoncer. Une dénonciation tardive. Ça c'est très grave. Alors, Moïse, la santé ça va? Non, ça va très bien. Ça va très bien. On est célibataire, mais ça va. Bon, ce n'est pas une maladie, le célibat. Alors, on arrive. Je crois que. Tout marié, c'est un ancien célibataire. Oui, mais on est incomplet tant qu'on n'est pas encore marié. On n'est pas malade tout en étant célibataire. Alors, Moïse, oui. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec les confrères Gilbert Ngoga, que j'appelle affectueusement Socrate, sur la question du député provincial élu de Kinshasa, malgré les suppléants, on les appelle tous. Je ne voudrais pas l'appeler ici le député de seconde main, mais c'est un député, parce qu'il a toutes les prérogatives accordées, octroyées aux députés provinciaux. On est en train de parler de cette plainte qui a été déposée par l'avocat de sa ménagère, qui l'aurait violé plus de 20 fois. Ses immunités parlementaires levées. Eric Boukoul doit faire face à la justice pour avoir violé une dame, une ménagère, pendant plus de 20 fois. Comment vous expliquez cette situation et votre point de vue? Tout à l'heure, vous avez dit que Eric avait des problèmes avec son titulaire, c'est ça? Non, pas avec son titulaire, mais d'après ce qu'il avait écrit sur son compte Twitter, ce sont des officines politiques qui seraient derrière cette dame parce qu'il avait introduit une question orale pour un sujet quelconque au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui. Bon. Je voulais d'abord revenir rapidement sur ce que disait mon frère tout à l'heure. Allez-y. Quand il dit que c'est une dénonciation tardive, ça c'est une notion que j'apprends ici, que je ne connaissais pas avant. Je pense, de mon humble avis, qu'il y a viol. Tant qu'il y a viol, le viol est intemporel. Une infraction d'ailleurs, dès qu'elle est consommée, tôt ou tard, quand on la dénonce, la justice peut s'en saisir. C'est vrai que ce n'est plus un cas de flagrance, mais du moins ça reste une infraction. La dame, devant la justice, elle pourra s'expliquer, dire que voilà. Pourquoi avoir attendu plus de 20 fois pour venir dénoncer? Je crois qu'elle a ses raisons. C'est une épouse qui a... Là, on est en train de parler d'une épouse qui a des enfants. Peut-être que son mari n'a pas de boulot et que c'est le seul boulot qui pouvait faire survivre ses enfants. Peut-être qu'elle a accepté entre-temps d'accepter, de subir toutes ces humiliations, ces violences. Du moment où elle pouvait obtenir son salaire et faire vivre sa famille, peut-être que ce n'est qu'une victime qui, maintenant qu'elle a pu trouver un moyen, peut-être du courage, peut-être qu'elle a eu un meilleur conseil, elle a décidé de réclamer ses droits. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Je pense que tant que la justice n'étanche pas, nous ne pouvons pas nous permettre d'affirmer les choses avec certitude. Au risque d'enfoncer le clou dans la plaie, au risque de vilipender une victime du cas de viol. Qui a peut-être ses raisons. On sait comment nos politiques fonctionnent. On sait comment quand l'homme a plus d'argent, plus de pouvoir, comment il devient comme un animal pervers face aux femmes. Ça, on connaît. Donc, je me réserve de devoir aller dans ce sens-là pour dire que pourquoi c'est seulement maintenant. Peut-être que c'est maintenant qu'elle a eu de quoi payer un avocat. Comment savez-vous? Donc, par contre, il y a aussi une mauvaise coïncidence, je ne sais pas, une coïncidence qui tombe avec l'action de la dame. C'est là, en fait, que ça peut un peu donner une idée d'un intérêt d'une action plutôt politiquement motivée. Dans la mesure où on parle de plus de 20 fois. Plus de 20 fois. Et que ça tombe seulement à un moment où le suppléant a des problèmes avec son titulaire. Avec une action. Dame sort avec une action parlementaire. Il est d'ailleurs dans ce droit, d'ailleurs. Et en même temps, il y a de l'autre côté la victime qui se manifeste. Ça peut intéresser les juges. Peut-être que
c'est ce détail-là qui pourrait jouer contre elle devant les juges. Donc, par-dessus tout, laissons les juges se prononcer là-dessus. Mais il faut tout de même dire que la violence n'a pas de durée. Oui. Là, c'est une violence, Donc, que ce soit après 10 ans, après 100 ans, tant que vous avez ça commis reste un acte, une violence sexuelle. je pense que de notre devoir d'éducateur, nous devons comme ça parler à notre société et savoir que, vous savez, d'ailleurs, pour parler, j'ai suivi une émission du rappeur américain Rick Ross. Je n'ai même pas suivi, j'ai vu juste un post, parce que j'aime beaucoup lire, j'ai lu ça dans un magazine, où on lui demandait pourquoi est-ce qu'il n'engageait pas dans son label, qui est l'un des labels les plus florissants aux États-Unis, mais pourquoi il n'engageait pas des artistes femmes. Il a expliqué, il a dit qu'il ne veut pas finir comme R. Kelly. Donc, les femmes aujourd'hui sont de plus en plus paresseuses et ils ont acquis un moyen facile d'acquérir des richesses, c'est d'aller dire voilà, j'ai été harcelé, j'ai été violé. Mais je dois aussi. Ça fait aussi, vous voyez, dans notre société, ça devient récurrent de voir que des femmes recourent souvent au viol, à l'harcèlement et consorts pour pouvoir tirer des bénéfices qui sont généralement financiers contre des hommes. On n'encourage pas le viol. Mais il faut dire aussi, mais il ne suffit pas seulement d'aller dénoncer, mais aussi amener des preuves. Oui, mais devant les juges pour vous savez, que le député soit condamné. Oui, mais vous savez, déjà en justice, la parole d'une femme, la victime, c'est en soi, je ne sais pas si les juges auront le temps d'aller encore plus loin pour lui demander, il suffirait peut-être d'une ou deux preuves. Ça vous estimez que la parole d'une femme devant le juge, c'est une parole d'évangile? Non, pas d'évangile, mais il suffirait peut-être d'un simple SMS où un jour, beaucoup lui aurait dit peut-être, non, on n'est pas rentre rapidement, il y a une urgence ici à la maison. Non, par exemple, de messages. De messages, par exemple. Peut-être pas d'amour, mais simplement de messages, peut-être tardifs. Peut-être que, voilà, il y a des causeries, des appels, voilà, tout ça. En dehors des heures de service. Ça peut facilement virer, mais par contre, je voulais... Surtout avec les filles actuelles, vous qui aimez envoyer vos photos... Il faut toujours être prudent. Par exemple, vos nudités aux hommes. Voilà un peu, c'est comme ça que ça constitue des preuves devant les juges. C'est tout ça. C'est comme ça que moi, j'ai voulu vraiment chuter dans mon point de vue. Je voulais chuter pour dire que nous sommes maintenant dans un monde où très sensible en ce qui concerne les questions de viol, de harcèlement et consorts. Donc, de préférence, c'est que avec les femmes, il faut être de plus en plus prudent. Parce ça, que, c'est vrai. Vous savez... Mais aussi avec les hommes. Hein, oui, avec les hommes aussi, mais les cas sont beaucoup plus difficiles pour les hommes. Tu vois, quand un homme est accusé de viol, devant la justice, déjà, il est, même s'il n'y a pas encore de preuves... Vous pensez que c'est une victime expiatoire? C'est déjà... Oui. Et souvent, vous verrez que les femmes font souvent ça parce qu'après, il y a l'argent qui vient derrière. Vous vous souviendrez du cas de Saï, par exemple, qu'on a accusé, qui a finalement été acquitté. Vous voyez même dans la défense, moi j'ai suivi cette défense, vous verrez que la famille a besoin d'argent. C'est même pas de l'honneur de leur propre fille, c'est même pas de savoir la vérité sur ce qui s'est réellement passé, mais c'est de l'argent dont ils ont besoin. Je ne suis pas ici en train de dire que la victime dans l'affaire Eric Boukou là, est aussi dans cette même logique, mais seulement j'essaie de rééquilibrer sans pour autant aller dans des affirmations. Il faut attendre que le juge nous en dise un peu plus. D'accord, vous aviez quelque chose à ajouter. Allez-y. Mon très cher confrère ici sur ce plateau, sur ce qu'il vient de dire tantôt. Mais regarde, ceux qui nous suivent sont étonnés autant que moi de tout ce que tu as dit ici. Quand je parle de la dénonciation tardive, cela ne voudrait pas dire que cette pauvre, plutôt ces deux pités ne doivent pas être poursuivis par la justice. Mais je condamne le fait que la dame a mis du temps pour dénoncer plus de 20 fois. Quand elle était violée, entre guillemets, la première fois, la deuxième fois, elle n'a pipé aucun mot. C'est à la 20e fois qu'elle dénonce. Cela voudrait dire qu'il y a eu consentement. Donc le député Eric doit être poursuivi, mais je condamne le silence, n'est-ce pas, de cette pauvre dame. Et de deux, quand tu dis que cette dame devrait accepter de subir, n'est-ce pas, ces traitements au nom de conditions socio-économiques de la République démocratique du Congo. Mais écoute, j'ai dit ça. Tu as dit ça, accepter de subir. Elle a accepté de subir. C'est ce que j'ai noté. Ceux qui nous suivent savent que tu l'as dit. Elle ne devrait pas accepter de subir la violence dans la résidence de ce député. Elle devrait dénoncer ça depuis très longtemps. Peu importe
les conditions socio-économiques, n'est-ce pas, de notre pays, le corps d'une femme est sacré et la femme ne peut pas exposer son corps à la merci Pour de trouver tout le quoi monde nourrir, seulement pour au nom trouver de la quoi nourriture, nourrir au nom les de enfants, vêtements, c'est faux et archi faux. Vous savez, nous sommes à Kinshasa, nous sommes en RDC, nous sommes en Afrique. Et l'infidélité de la femme n'est pas tolérée en Afrique. Dans la société quinoise, celle de l'homme peut encore être tolérée. Mais celle de la femme, en tout cas, c'est un péché non pardonnable. Voilà ce que je peux dire. Et quand tu dis qu'il suffit seulement que la dame brandisse un message dans lequel ce député lui appelle de rentrer à la maison pour que la justice... Il y a eu une petite violence. Mais écoutez, là... On ne peut pas dire ça quand même. Un simple message de ce député qui demande à sa ménagère de rebrousser le chemin, de rentrer à la maison pour une tâche spécifique n'est pas une parole de l'évangile pour convaincre les juges, n'est-ce pas, à condamner ce député national. Tout sauf ça en tout cas. On va pas s'attarder là-dessus. C'est une action bien sûr qui est portée devant le juge et on espère bien. On donne confiance à notre justice. Mais je voudrais aussi, par rapport à la dénonciation tardive que l'a évoqué les confrères, je pense qu'il y a des organisations féminines qui sont mises en place par les différentes structures qui accompagnent justement les femmes qui sont victimes de ces actes de violence, d'autres comportements barbares, à dénoncer, à porter haut leur voix. Je crois que ces organisations devraient quand même faire un effort de se faire découvrir quand même pour que les femmes arrivent à faire attendre ou à dénoncer tous ces actes de violence sexuelle. Alors, je sais que vous avez quelque chose à dire, mais permettez qu'on prenne la question du traitement de professeurs des universités. Je crois que par an, on constate qu'il y a au moins, si c'est peu, c'est 20 à 25 grèves décrétées par les professeurs des universités en République démocratique du Congo. La question étant très importante, nous avons pensé y revenir pour qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment est-ce que ces professeurs, ces formateurs d'élite sont traités en République démocratique du Congo. Vous et moi avions suivi hier que il y a certains, les professeurs de l'Apouquine, il faut le rappeler, qui sont allés manifester devant le ministère des Finances, dirigé par Nicolas Kazadi, réclamant un certain nombre de mois de paiement. Et certains de leurs avantages dus les accords de Moody et les autres, et jusqu'aujourd'hui non régularisés par le gouvernement congolais. Alors, vous avez la parole, Moïse. Oui. Alors, concernant la situation du professeur, bon, je vais quand même rapidement revenir. Allez-y, dans votre temps. Dans ce que mon confrère a dit tout à l'heure, en fait, je n'étais pas ici en train de dire qu'une femme devrait, au nom de sa situation sociale et économique, tolérer ce genre de choses. J'ai seulement dit que si dénonciation tardive il y a eu, peut-être que c'est parce que la femme se disait en elle-même qu'elle préférait encore en ce moment-là garder son travail. Et c'est qu'il faut décourager aux autres femmes. Il faut décourager. Donc, je ne suis pas ici en train d'encourager. Oui. J'étais juste en train de réfléchir à haute voix pour essayer d'expliquer le fait que cette dame décide de porter plainte contre le député que maintenant. Et par la suite, j'ai aussi dit, il se pourrait que les gens pensent que c'était soit une action judiciaire initiée ou politiquement motivé, parce que j'ai aussi démontré qu'après, ça tombe juste au moment où le député avait problème avec le titulaire du mandat parlementaire qu'il porte. Donc je n'étais pas ici en train d'encourager quoi que ce soit, j'étais juste en train de réfléchir sur différents cas de figure. Alors pour revenir à ce qu'il y a avec le professeur, j'aimerais d'abord rappeler la polémique qu'on a eu récemment avec le salaire du professeur, c'est que quand Adolphe Moussite a quitté le pouvoir, parce que le professeur Loubo nous a dit dernièrement que c'est Moussite seul qui a donné un salaire de $2 000 aux professeurs d'université. Parce qu'ils avaient avant 500 ou quelque chose comme ça. Moussite a quitté la primature en 2007. 2006. 2006 ou 2007. Si on ne se trompe pas sur admettons. Les années. Et qu'en ce moment-là, le professeur Loubo qui affirme que c'est seulement en 2007 qu'ils sont passés de 500 ou 400 dollars qu'ils avaient et ils sont arrivés à $2 000 sur un taux de $800
800 francs par dollar. Ça veut dire qu'à l'époque, si nous pouvons estimer aujourd'hui le salaire professeur, ça veut dire qu'il a été divisé par 3. Le salaire professeur entre-temps, c'est-à-dire si on suit la dépréciation du dollar. Parce qu'à l'époque, le dollar était à 1 dollar, c'était 800 francs. 800 francs. Et ils avaient un salaire de 2000 dollars. Et aujourd'hui, le professeur, la PUCUIN affirme qu'il y a eu seulement le réajustement, parce qu'il y avait un processus de réajustement qui a été décidé entre le gouvernement et la PUCUIN après Mouzito, après Matata. Parce que Matata a maintenu le taux laissé par Mouzito. Avec Tchibala, la déportation a commencé. Et le gouvernement s'est mis d'accord sur un mécanisme de réajustement. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle l'accord de Bibou. Ouais. Le réajustement, c'est de devait aller à 3 paliers pour permettre à ce que les professeurs, non seulement qu'on améliore leur salaire, mais quand même qu'ils reviennent au standard de 2000 dollars qui a été laissé par Mouzito et Matata. Alors, entre-temps, il y a eu le premier palier qui a d'ailleurs aidé le professeur à passer. Il faut parler de la dépréciation du dollar, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 800 dollars qui leur restaient avec la dépréciation jusqu'à 1200. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit ajouter encore le deuxième et le troisième palier pour qu'ils puissent arriver au moins à 2000 dollars au taux actuel. Alors, vous allez constater avec moi que depuis Tchibala jusqu'à nos jours, le gouvernement n'a jamais pensé, ne fait que revenir sur ces accords-là, comme on le voit par exemple à l'EPST où on voit tout le monde chaque année aller à la lodge, parler avec les syndicalistes, faire ceci, faire cela. Jamais un ministre de l'ISU n'a pris la peine de rassembler les professeurs d'université pour parler avec eux sur l'avancement et les situations de leur salaire. Ça, c'est déjà un fait. L'autre fait, ce qui me fait plus mal, c'est que les professeurs aujourd'hui sont obligés de venir faire ce que fait monsieur tout le monde. Venir quand même crier, revendiquer leur salaire devant les ministères des Finances. C'est quand même une honte. Là, on touche le fond avec toute la raison qui leur revient de manifester. J'ai eu très mal à envoyer ces images-là. Un professeur d'université. Un professeur d'université doit aller devant le gouvernement, devant ses propres élèves qu'il avait lui-même enseigné, réclamer son argent. Alors, nous ne sommes plus une société normale. Il n'y a plus rien de normal. Alors là, on a touché le fond. C'est comme si on était maintenant en train de déshabiller nos parents pour voir leur nudité. Donc, c'est vraiment un problème. Et aussi, pour parler du ministre Nicolas Kazadi. Vous savez que moi, j'ai récemment eu, comme on aime le dire dans notre jargon, des câbles. Que même le ministre de l'Intérieur de l'époque, le vice-premier ministre Daniel Asselo. Vous savez qu'il n'a effectué aucune mission d'itinérance en tant que ministre de l'Intérieur à cause de Nicolas Kazadi. On a dit que ce sont les guégueurs de leur parti UDPS et ils ont amené ça jusqu'au niveau de la gestion des affaires de l'État. Si ce n'est pas le mot amateurisme que nous devons évoquer ici, vous voulez qu'on évoque quel autre mot? Comment vous pouvez amener vos guégueurs politiciens du parti dans les affaires de l'État? Mais curieusement, il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Curieusement, Peter Kazadi en fait autant. Mais c'est justement, à travers le pays. Justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le ministre Nicolas Kazadi, il ne débourse de l'argent que quand ça lui plaît. Mais ça, c'est grave. Le ministre de Finances est le ministre duquel on se plaint à chaque instant, à chaque pas, à chaque mauvais pas que nous avons dans ce pays. Et ça, c'est quelque chose que le président Tshisekedi ou le Premier ministre devrait voir. Dans ce pays, on a vu même des députés provinciaux aller manifester devant le ministère des Finances, réclamer de leur salaire. Et maintenant, les fonctionnaires de l'État n'en parlent plus. Les médecins et les infirmiers. Les enseignants, je pense que les agents des services centraux du ministère de l'EPST sont allés même jusqu'à maudire le ministre des Finances. Ils sont allés les déshabiller. D'autres sont allés, j'ai vu des images des gens qui ont amené des moustiquaires, ils sont allés dormir devant le ministère des Finances. Je ne sais pas si le ministre, lui, pense que c'est élogieux pour lui. Je ne sais pas ce qu'on va retenir après, parce que de toute façon, il partira de toutes les manières. Si pas par un remaniement, au moins par la fin des mandats, il pourra toujours partir, mais je ne sais pas ce qu'il laissera derrière lui comme en tant qu'homme d'État, qu'est-ce qu'on retiendra de lui. Parce que, en fait, nous, en tant que journaliste, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaintes concernant sa gestion et aussi, apparemment de sa gestion des urgences et aussi un problème de décaissement chez lui. Quand un dossier doit être décaissé, on l'accuse qu'il n'écoute personne, ni le Premier ministre, ni qui que ce soit, il n'écoute personne. C'est le tout-puissant ministre des Finances qui, malheureusement, on constate que Fatih continue quand même de lui faire confiance. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on continue à lui faire confiance. Socrate, cher confrère,
on est arrivé à un niveau où les nobles, nos formateurs, les gens qui ont fait et qui continuent à faire à ce que des générations soient utiles à notre société, les professeurs d'université bien sûr, se déplacent jusqu'au ministère des Finances pour réclamer leur salaire parce qu'ils ne savent plus comment vivre avec leur famille. Mais écoute, Francis, nous sommes en République démocratique du Congo. Et la constitution de ces pays garantit la liberté d'expression et d'opinion. Cela voudrait dire que ces professeurs ont le droit de manifester, de réclamer, n'est-ce pas, l'augmentation de leur salaire. Des employés de l'État. Voilà. Donc c'est un exercice démocratique. C'est tout à fait normal. Et pourquoi ils réclament? Justement parce qu'il y a ce qu'on appelle l'injustice dans la répartition, n'est-ce pas, des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Vous allez remarquer qu'un député en République démocratique du Congo touche près de 20 000 $, alors qu'un professeur d'université touche près de 2 000 $. Quel écart! Alors que... Ajouter à cela le fait qu'on lui donne un véhicule pour le retrancher tout à fait. Dans le alors qu'aux députés nationaux, on donne des véhicules gratuitement. Le don du chef. Il faut dire que les véhicules donnés aux députés nationaux sont plus chers que ce qu'on donne d'ailleurs aux professeurs d'université. Maintenant, moi je me pose la question. Ce sont ces professeurs qui fabriquent les députés nationaux, qui fabriquent les ministres, qui fabriquent les présidents des pays, qui fabriquent les hauts cadres de ces pays, mais qui sont mal rémunérés par l'État congolais. Donc il se pose un problème. Là c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ces professeurs font pour qu'ils soient mieux rémunérés? Ce sont ces professeurs-là qui n'écrivent plus, qui ne font plus de recherche, de recherche plutôt, et ce sont eux, n'est-ce pas, pour le premier à réclamer des véhicules, à réclamer l'amélioration des conditions de leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils produisent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de fuite des cerveaux. C'est-à-dire, là, c'est du côté gouvernement qui ne prend pas en charge, n'est-ce pas, le corps scientifique de la République démocratique du Congo. Et il y a des hommes et des femmes intelligents qui quittent le sol congolais pour aller à l'étranger. Et là-bas, ils font des prouesses qu'ils devraient faire ici, en République démocratique du Congo. Attendez un peu, chers confrères. Vous voulez dire que cet exercice, bien que démocratique, est aussi plus normal parce que ces professeurs, il y en a qui n'arrivent plus à répondre de manière qui n'arrivent plus à répondre normalement à leurs tâches. C'est ça? Justement, voilà pourquoi je suis en train de... Et donc il mérite ce traitement dégradant Non, ce n'est pas ce qu'il ne faut pas me faire manger. Allez-y, je ne fais que vous poser des questions, cher confrère. Il ne faut pas me faire avaler ce que je n'ai pas mâché. Regardez. Je rappelle que vous avez été formé comme moi, l'IFACI, par des professeurs. Je suis en train de souffler le chaud et le froid. Allez-y. Vous voyez, je suis pas carré en fait. Je suis un peu large. Je me mets dans ma casquette d'analyste politique, n'est-ce pas? Allez-y. Et là, je n'aimerais pas soutenir un cas, délaisser un autre. Et au détriment de l'autre. Voilà pourquoi je suis un peu au milieu du village. Allez-y. Donc, d'un côté, je suis tout à fait d'accord que ces enseignants des universités réclament leur salaire. N'est-ce pas? Mais seulement aller au ministère des Finances et y passer nuit pour ces réclamations, je me dis... Là, ils sont tombés trop bas. Vous trouvez que ils sont tombés ils sont allés très loin. Très loin. Ils devraient décréter un mouvement de grève. Ils l'ont toujours fait, rien n'arrive. Fort lancé au gouvernement. Ils ont toujours décrété. Non, mais ils devraient vous et moi, tout un État étudiant à l'IFACIC, on a connu de grèves, c'est de l'UNIKIN, je crois, de l'UPEN, c'est un peu partout à travers le pays. Il y a eu des grèves, des grèves et des grèves. Il y a eu des grèves. Mais rien n'a changé. C'est comme ça qu'ils sont allés. Si rien n'a changé, quand vous décrétez un mouvement de grève, et demain, vous négociez avec le gouvernement, vous levez cette grève. À qui revient la faute?
Première fois, deuxième fois, troisième fois, un peu comme cette jeune dame qui était violée. Mais comment les professeurs acceptent, n'est-ce pas, de lever leur mouvement de grève aussi longtemps que leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement congolais, soit de manière totale ou partielle. Alors qu'ils soient conséquents, cette fois-ci, s'ils veulent vraiment donner de la valeur à leur métier, qu'ils décrètent un mouvement de grève, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le gouvernement congolais va répondre à leurs desiderata, de manière à leurs favorable. préoccupations de manière favorable et totale. En ce moment-là, ils vont lever le mouvement des grèves. Il y a encore un autre aspect. Lequel? Peut-être que on dit aux professeurs que le gouvernement, la chaîne de dépenses, a déjà autorisé peut-être votre paiement, mais c'est le ministre ou le ministère, pour ne pas faire une fiction sur la personne de Nicolas Kazadi, c'est le ministère qui bloque votre situation. Peut-être qu'ils ont trouvé normal d'aller revendiquer devant. Non, mais écoute, il y a des ministères qui travaillent ensemble. Le ministère des Finances, on les appelle des ministères sectoriels. Finances, économie, budget travaillent ensemble pour les paiements, n'est-ce pas, des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Pourquoi ces professeurs accusent, n'est-ce pas, les ministres seuls des Finances de bloquer leurs salaires, alors que d'un côté, il y a l'économie, il y a aussi les budgets? Est-ce que les fonds pour payer ces professeurs ont été déboursés? Oui ou non? Ce sont des questions auxquelles on doit répondre. Peut-être on leur dit au niveau du budget, ça va. Maintenant, c'est si tel est le cas, qui bloque. Si tel est le cas, là, Nicolas Kazadi c'est ça la chaîne de dépenses. Ouais. Si tel est le cas, je dis bien, là, Nicolas Kazadi a tort. Mais quand Nicolas Kazadi bloque, n'est-ce pas, les fonds déboursés pour les paiements des professeurs, il y a le Premier ministre qui ne pipe aucun mot. Cela voudrait dire que les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Mais ce que je peux relever, c'est que le gouvernement congolais est en train, n'est-ce pas, de conjuguer beaucoup d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie des professeurs et d'enseignement en République démocratique du Congo. Quand on parle de l'amélioration des conditions de vie d'enseignement ou des professeurs, on ne voit pas que leur salaire, on voit aussi les établissements, n'est-ce pas, universitaires qui sont aujourd'hui réhabilités. Par exemple, l'UNIKIN, par l'État congolais. Je parle avec le ministre Bouyaya dernièrement. J'étais avec toi, d'ailleurs, avec le ministre de la Communication à l'UNIKIN, à l'UPEN, des hommes réhabilités aux standards internationaux. Là aussi, c'est un effort conjugué par le gouvernement congolais, parce que les professeurs nous font croire que quand on parle de l'amélioration d'enseignement, on fait seulement allusion à leur salaire, alors que les établissements universitaires font partie, n'est-ce pas, de l'amélioration des conditions d'enseignement en République démocratique du Congo. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est de publier des ouvrages. Si mais qui n'ont pas assez de moyens, en tout cas, on doit les souligner, ce qu'ils vont faire, c'est des cris de syllabus, de ne pas demander de l'argent, n'est-ce pas, mais aux étudiants. Des fois, ils ne sont pas bien payés. Ils ne sont pas bien payés. Cela ne voudrait pas dire... Ce qui fait qu'ils demandent de l'argent des syllabus. Cela ne voudrait pas dire qu'il doit tomber dans l'État pour demander l'argent aux étudiants. Ce sont ces professeurs-là qui sont accusés aujourd'hui, n'est-ce pas, des points sexuellement transmissibles. Et ce sont eux qui réclament l'argent au gouvernement. Voilà. C'est contradictoire. Je vais revenir vers vous, chers confrères. Je prends Moïse. Moïse, d'après les analyses faites par notre confrère, le professeur, non-professeur à nous, auront dû maintenir leur mouvement de grève que d'aller protester ou réclamer leur dû devant le ministère des Finances. Alors, ça, c'est le premier volet de sa réflexion. Je ne suis pas... J'ai aussi dit que c'est de leur droit de manifester. J'ai parlé que c'est le premier volet. J'ai souligné. Voilà, j'ai soufflé le show et les droits. J'ai dit que c'est le premier volet. Pas seulement un côté. J'ai dit que... Du moins, vous avez suivi que j'ai dit que c'est le premier volet de votre question, de votre réflexion. Alors, allez-y, Moïse. Alors, mon cher compris, attention. Là, nous parlons de professeurs, ce sont nos professeurs. Ce sont nos professeurs à nous. Donc, quand vous parlez comme ça de professeurs, ça veut dire que vous n'avez pas été bien formé. C'est ce que vous voulez nous dire sur ce plateau. Parce que quand vous dites qu'ils ne font plus rien. Ils n'écrivent plus de livres, ils ne rédigent plus de livres, ils ne publient plus en fait. Sur ce plateau. Moi, je suis de l'UNIKIN. Moi, j'ai été formé par le professeur Mungenga,
J'ai été formé par le professeur Vicky Elongo, qui est professeur aussi à l'Université libre de Bruxelles. Et j'ai été formé par beaucoup d'autres professeurs, le professeur Laban qui m'a appris la science politique. Donc, je ne peux pas comme ça parler de mes professeurs. Je connais la qualité de ces gens-là. Aussi, vous voyez, il y a la contradiction quand le confrère dit que, en même temps, il y a fuite des cerveaux, ce qu'il veut mettre sur la tête du gouvernement. C'est contradictoire parce que quand on dit fuite des cerveaux, ça veut dire qu'il y a des personnes compétentes dans un pays qui vont dans un autre. Dans un autre Alors pays. Alors là, le problème, professeurs qui sont en train d'exercer ici même au pays. Donc je ne vois pas, il n'y a pas de fuite des cerveaux. Les cerveaux, ils sont là. Seulement que, et d'ailleurs, la preuve, c'est que lui-même, il reconnaît que ces mêmes professeurs, là, en Europe, ils font des prouesses. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de conditions de travail. Il a dit lui-même, ça veut dire qu'il est au moins d'accord, on est d'accord là-dessus, que nos professeurs, ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de conditions de travail. Qui est censé donner les conditions de travail? C'est le gouvernement, c'est l'État. C'est l'employeur, c'est l'État. Donc, c'est l'État qui est défaillant. Là, au moins, on est d'accord. Quand il propose, par exemple, de faire une grève à durée indéterminée, peut-être que c'est une bonne méthode, mais il sait, dans ce pays, que le pouvoir politique a une telle capacité de nuisance sur un professeur que qui tiendra? Vous oubliez que dans ce pays, on a même menacé des professeurs qu'on va les limoger pour les remplacer. Vous savez, il y a combien de professeurs qui J'ai vu le médecin en train d'être gazé par la police dans ce pays. Vous savez combien de professeurs sont en train de chômer? Peut-être qu'on ne le sait pas. Pendant qu'il y a des professeurs qui font 30 ans, 50 ans de mandat à l'université de Kinshasa, à l'UPN, à l'IFASIC. Frère, il y a des professeurs qui chôment. C'est-à-dire qu'il a défendu, il est reconnu professeur, peut être nommé même par l'État comme professeur, mais il n'a jamais enseigné, il n'a pas de cours, il n'y a pas d'endroit pour lui. Donc ne vous leurrez pas, s'ils osent faire ça, le gouvernement va les remplacer. Surtout si le gouvernement se sent au coin, parce que le gouvernement ne va pas supporter indéfiniment la pression sociale quand les étudiants ne pourront pas aller. Parce que si les professeurs vont dans une grève indéterminée, à durée indéterminée, ça veut dire que les étudiants ne vont pas étudier. Or, ils ont payé leurs frais, ils vont manifester. Et vous savez ce que ça peut faire dans une manifestation des étudiants de l'UNIKIN, IFASIC, UPN, IBTP. Papa! On va brûler ce pays. Quand nos amis de l'ISTA vont venir, ce n'est pas bon. Il faut délimiter les choses. Donc attention dans ce que nous avançons ici comme proposition. Ce sont des grands intellectuels. Si ça en sont, je connais la fierté qu'a toujours caractérisé nos professeurs. La fierté. Et vous le savez, quand ils entraient dans nos auditoires, comment ils nous parlaient avec fierté. Les professeurs, d'ailleurs à l'UNIKIN, vous voyez même pour qu'on te décerne seulement le papier que tu as défendu, c'est difficile parce qu'ils te disent. C'est un titre qu'ils veulent garder jalousement. Jalousement, ils ne peuvent pas le donner à quiconque. À l'université, quand tu es assistant, quand on t'appelle chef de travaux, vous voyez la grogne. Mais comment toi tu peux t'appeler? Pourquoi? Parce qu'ils tiennent à ce titre académique. C'est du fruit de leur travail, de leurs efforts, et ils y tiennent. Donc, je ne pense pas que nous pouvons aller dans ce sens-là. Nous avons invité. Moi, en tout cas, pour conclure, je pense que si, malgré cette fierté qu'ils sont toujours attachés à leur titre, à leur statut de professeur, ils en sont arrivés là, c'est pas à nous de les condamner. C'est plutôt à nous, nous devons être interpellés. C'est une interpellation, il faut interpeller les décideurs. Cette interpellation doit être générale. Ça veut dire que même les anciens et les nouveaux étudiants doivent dire, en tout cas, pour cette fois-là, nous devons trouver une solution. Ils ne peuvent pas être à la rue. Il y a les autres qui disent que... Bon, les enseignants encore, on peut... Nicolas Gazelle, peut-être qui n'a pas étudié au pays, il est allé étudier ce pays ne lui appartient pas de toute façon. Donc si lui a étudié ailleurs, nous on a étudié... Il peut autant faire traîner les professeurs d'université de l'RDC. Le ministre Nicolas Kazadi, s'il n'a pas étudié au pays, moi j'ai étudié au pays. Et je ne pense pas que, parce que lui il est mon père... au moins pour ça je lui dois du respect, mais par rapport à ses enfants, je ne pense pas qu'il a des enfants qui sont beaucoup plus intellectuels que moi qui ai été formé par ces professeurs ici au pays. Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas, surtout pas dans mon domaine. Alors, ça ne peut pas constituer une raison. Le ministre doit avoir au moins honte de ce côté-là, de dire le gouvernement devrait même siéger en urgence. Moi d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'on ait un conseil de ministres un mardi. Voilà. On dit que non, les professeurs ne peuvent pas être à la rue. En tout cas, pour cette fois-là, on les invite, on a une réunion. C'est ce qui est marrant. Ou alors, c'est même au niveau de la présidence, même dans ces cabinets,
là de ministres. On ne peut Il y a pas des professeurs conseillers de ces ministres, conseillers du chef de l'État dans plusieurs matières, mais qui voient leurs collègues venir manifester devant le ministère des Finances. On ne pouvait pas. Il reste quand même... Ça révèle en fait le côté égoïste qui justifie la pauvreté autant d'esprit que de notre société. Parce que normalement, quand nous voyons ça, je ne me souviens pas avoir vu à travers le monde des professeurs manifester pour un problème d'argent. Je ne sais pas. Je suis encore un peu plus jeune, je ne sais pas, je n'ai pas encore tout vu de la vie. Mais en tout cas, je ne pense pas avoir déjà entendu parler d'une histoire pareille. Donc, normalement, ça devait nous interpeller et j'espère vraiment que le chef d'État va en toucher quelques mots à Moïse Nzagi, à Nicolas Kazadi, avec tout le respect qu'on doit à ses ministres, et aussi non, j'ai parlé de Nicolas Kazadi. Je pense que le ministre et le chef de l'État, dans sa communication du vendredi prochain, va quand même repasser sur ce point pour en savoir un peu plus. Et qu'on convoque ce professeur pour qu'on passe le deuxième et le troisième palier qui restait pour pouvoir leur donner au moins de quoi vivre. Parce qu'ils n'ont déjà pas des films qui sont fameux, donc quand même qu'on leur accorde leur... Nous espérons tous, bien sûr, que le chef de l'État va s'atteler quand même sur cette question. Surtout, le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, Sam Lukonde, il y a beaucoup de critiques. Il y a un problème par exemple du gouvernement. Il y a beaucoup de critiques par rapport à votre gouvernance. Oui, il y a des gens qui pensent comme nous autres. J'ai entendu le confrère l'effleurer un peu. C'est un problème de leadership du gouvernement que nous avons aussi. Nous avons un sérieux problème de leadership dans ce gouvernement. Pourquoi? Vous verrez que dans chaque problème qu'on a sous le gouvernement Sama Lukonde, que ce soit le Sama 1 ou Sama 2, c'est au chef de l'État qu'on s'attaque. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait, tout le monde sait constater que Sama Lukonde n'est qu'un figurant, alors que nous sommes un pays dans un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire le Premier ministre a la moitié du pouvoir. C'est lui qui est redevable devant l'Assemblée nationale. On ne l'invite pas. En même temps, quand je vois celui ici, ce député... Il y a Gracien Irakan, je crois, c'est le député qui a initié... Il y a aussi Steve Mbikai, qui demande à ce qu'on demande des comptes à ce Premier ministre. Et les gens sont offusqués. Mais non, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. On a eu dans ce pays un Premier ministre comme Matata Pogno. On lui demandait tous les comptes. On a dans ce pays comme quelqu'un comme Adolphe Mouzitou. Tous ceux qui bougeaient dans ce pays, on lui demandait des comptes. Autant pour Sami Badi, qui a aussi été tapé souvent par la société quand ça n'allait pas. Sama Lukonde, déjà, on ne sait même pas. Il y en a qui ne savent même pas qu'on est un Premier ministre dans ce pays. La dernière fois que je l'ai vu effectuer une descente, c'était quand il y a eu irruption volontaire. Il est tout le temps derrière le chef de l'État. Mais moi, je me demande, c'est le chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement. Et vous sentez vraiment que Sama Lukonde n'a de pouvoir ni sur Nicolas Kazadi. Je ne parle même pas encore de Vita Kamere ou Jean-Pierre Bemba. Je ne parle même pas encore là-bas. Là, ce sont des collègues Premier ministre. Il faut oublier que ça. Je parle encore de Nicolas Kazadi. Tu vois un peu Peter Kazadi. Mais non. On ne devait pas fonctionner comme ça. Et ça ne m'étonne pas qu'un tel gouvernement puisse à tout bout de chemin dysfonctionner. Parce que quand la tête ne fonctionne pas, comment voulez-vous que le corps puisse... Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, je ne sais pas, quand vous allez quitter la tête de ce gouvernement, je me demande qu'est-ce que les Congolais vont retenir de votre passage. Parce que jusque-là, vous êtes encore doux comme votre figure l'indique. Vous êtes tellement doux comme votre figure, même dans la gestion. On espère que vous allez vous intéresser cette fois-là pour les professeurs d'université. Ce sont des gens à respecter et qui méritent d'être respectés. Alors, chers confrères, on va prendre quelques sujets, quelques aspects du discours du chef de l'État aux Nations Unies. Par exemple, la question relative au retrait accéléré de la MONUSCO. Le chef de l'État a dit que l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Justement, je réponds à votre question, mais bien avant, j'aimerais rencontrer mon frère sur ces plateaux sur 4 points importants. Le premier, c'est qu'il doit savoir que dans un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle la décentralisation du pouvoir. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre, n'est-ce pas? Et celui-ci ne dirige pas seul.
il ne dirige pas en solo. Le pouvoir est décentralisé. Il y a un ministre des Finances, de l'économie, n'est-ce pas, de la Défense nationale. Il y a un ministre de la Communication. Donc chaque ministre, n'est-ce pas, a sa part des responsabilités. Et le tout. Et il n'a pas d'injonction à recevoir du Premier ministre. Quand ça ne marche pas, on ne doit pas seulement, j'ai nuance, on ne doit pas seulement condamner les premiers ministres, qui pourraient être aussi irresponsable dans l'inaction de ces ministres. On ne l'a pas condamné que lui. On doit aussi condamner les ministres qui gèrent ces différents ministères. Là, c'est de 1, de 2. Quand je parlais de la grève à durée indéterminée, mais c'est parce que le gouvernement congolais a souvent l'habitude de mentir, n'est-ce pas, aux chers professeurs que nous respectons. Voilà pourquoi je me dis, pourquoi les professeurs lèvent leur mouvement de grève aussi longtemps que les revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement congolais. Plus d'une fois, cela voudrait dire que cette fois-ci, ils doivent tenir mordicus en déclenchant, n'est-ce pas, en déclenchant un mouvement de grève à durée indéterminée. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas cours aux universités. Quand le gouvernement remarquera que les professeurs ont décrété un mouvement de grève à durée indéterminée, il va tout faire pour répondre aux différentes préoccupations de professeurs. Troisième élément. Quand je dis que les professeurs n'écrivent plus, regardez, c'est une façon de parler. Cela ne voudrait pas dire que tous les professeurs n'écrivent plus. Il y a des grands professeurs dans ces pays qui écrivent nuit et jour. Je prends l'exemple des professeurs Félix Douloubendi, Yen Artir et bien d'autres professeurs des CPI, de la capitale de Kinshasa, qui écrivent, qui font la fierté. Voilà, donc on dit en français que c'est plutôt dans chaque règle il y a l'exception, donc c'est l'exception qui confirme la règle. Et pour finir, foot des cerveaux. Quand je parlais de foot des cerveaux, il a dit que je me suis contredit, mais pas du tout. Ceux qui nous suivent savent que je ne me suis pas contredit. Regardez, foot des cerveaux, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des hommes et des femmes compétents, n'est-ce pas, qui quittent le sol congolais pour les pays occidentaux où ils font des prouesses. J'ai reconnu qu'ils font des prouesses. Mais j'étais en train de dire quoi? Le gouvernement congolais. C'est une fuite des cerveaux. Non, écoutez. J'explique. C'est pas le mot. Non, écoutez. D'accord. Cela voudrait dire quoi? Il y a des gens compétents qui, en réalité, devraient rester ici, travailler pour l'intérêt national, mais qui sont obligés de quitter les pays. Justement parce que les conditions d'enseignement pour les professeurs ne sont pas totalement réunies. Et pour ces raisons-là, ces personnes compétentes, n'est-ce pas, quittent le sol congolais. Voilà, alors pour répondre à votre question. Revenez sur la question de retrait de la MONUSCO. Le chef de l'État demande le retrait accéléré de la MONUSCO. Là, il faut insister, accéléré de la MONUSCO. Oui. Il faut rappeler que un accord a été déjà signé entre l'ONU et la République démocratique du Congo sur le retrait de la MONUSCO. Après l'organisation des élections prévues en décembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Et le chef de l'État n'a fait que réitérer la demande faite l'autre fois par son pays du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée nationale, générale plutôt. Alors cela voudrait dire quoi? Que le chef de l'État congolais a prêté oreille attentive, n'est-ce pas, aux différentes demandes faites par la population de l'Est de manière générale et plus particulièrement la population du Nord Kivu et du Sud Kivu et même de l'Ituri, n'est-ce pas? Je vous relance. Vous et moi, nous savons que la MONUSCO n'a pas à son sein seulement la mission seulement le brigade des interventions ou le militaire. Mais il y a aussi d'autres aspects relatifs, par exemple au déploiement des kits électoraux. Ils l'ont fait en 2006, 2011, 2018. Comme on l'a vu à 2006, 11, même 18. Oui. Alors, précipiter, accélérer le départ de la MONUSCO en 2 mois des élections en République démocratique du Congo. Pour certains opposants, ils estiment que c'est une façon de préparer non seulement une fraude, mais aussi un glissement pour le chef de l'État. Ce sont ces mêmes opposants qui hier, n'est-ce pas, ont demandé
le départ de la MONUSCO. Oui. Et ce sont eux-mêmes aujourd'hui qui, après avoir constaté que le chef de l'État a pris en compte, n'est-ce pas, les différentes préoccupations de la population congolaise, qui se contredisent aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas constants. Et même la population, n'est-ce pas, une poignée de la population qui était pour le départ de la MONUSCO, aujourd'hui, vous allez remarquer qu'elle sera contre le départ de la MONUSCO. L'homme congolais, se contredit à tout moment. Et même nos politiciens se contredisent à tout moment. Mais c'était eux qui ont demandé le départ de la MONUSCO. Ce sont eux aujourd'hui qui sont contre le départ de la MONUSCO, accusant le gouvernement congolais à vouloir préparer la fraude électorale. Qui vous dit que si la MONUSCO est sur le sol congolais, il n'y aura pas la fraude électorale? En 2006, il y avait la MONUSCO dans ces pays. Est-ce qu'il n'y avait pas fraude électorale? En 2011, il y avait la MONUSCO sur le sol congolais. Il y avait pas fraude le déploiement de en 2018, il y avait la MONUSCO. Il n'y avait pas fraude électorale. Et je vous informe, si vous n'avez pas l'information, que dans les heures qui suivent, Corneille Nangaa a prévu un point de presse, n'est-ce pas, au cours duquel il va donner sa version des faits sur les résultats, n'est-ce pas, des élections présidentielles. Il n'y a eu qu'une seule version des faits, c'est la version qu'il a rendue publique. Alors, pour finir, sa version des faits, c'est lui qui dit cette institution. Je n'ai pas dit que Tshisekedi n'a pas remporté la... Non, par rapport à sa version, il n'y a aucune version que Nangaa pourra donner. Écoutez. La MONUSCO est sur le sol congolais plus de 20 ans. Elle avait pour mission, n'est-ce pas, le maintien de la paix. La question que je me suis posée plus de 20 ans, est-ce que la paix a été maintenue, imposée, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo? Non. Voilà pourquoi le gouvernement congolais aujourd'hui décide, n'est-ce pas, d'évacuer cette mission, la plus grande mission de l'ONU dans le monde, c'est la MONUSCO. Une mission qui coûte beaucoup d'argent à l'ONU et à notre pays. Par rapport à cette question. Donc, par rapport à la question, je suis tout à fait d'accord que le chef de l'État réitère la demande qu'il a faite. Félix Tshisekedi a avoué, il a affirmé devant les Nations Unies, il a dit que notre pays était déjà à mesure d'assurer la sécurité des... nos militaires, plutôt nos FARDC, soient à mesure d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Oui, dans les contextes actuels. Hein. Dans le contexte actuel, quand on sait que la MONUSCO ne fait rien, quand on sait que les troupes de la force régionale ne font rien, en ce moment-là, on peut dire que s'il y a un semblant de paix dans la partie est du pays, c'est grâce aux efforts, n'est-ce pas, conjugués par les forces armées de la République démocratique du Congo. Merci. Alors, hier, on avait une armée qui était sous embargo, difficile de s'acheter des équipements militaires pour faire face aux rebelles. Aujourd'hui, l'embargo a été levé et le gouvernement congolais est en train, une fois de plus, de conjuguer beaucoup d'efforts pour doter cette armée, n'est-ce pas, de moyens conséquents afin de neutraliser tous les rebelles qui équipent les richesses de notre pays dans la partie, dans l'est de notre pays. Alors, donc, je suis tout à fait d'accord que les forces armées sont capables elles-mêmes, n'est-ce pas, elles-mêmes s'efforcent d'ailleurs de neutraliser tous les rebelles. Alors, il est à déplorer que les missions des maintien de la paix depuis 25 ans en RDC n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ces pays et la région des Grands Lacs et à protéger les populations civiles, dit Félix Tshisekedi. Oui, sur ce point-là, il a totalement raison et moi je m'inscris dans sa logique. Ouais. Il a raison quand il le dit, c'est connu. La MONUSCO quand ils ont en 2013 quand ils ont décidé de changer un peu la mission en introduisant un peu la brigade d'intervention, tout ça, ils ont réussi à mettre en déroute le M23, vous vous souviendrez. Mais après, aujourd'hui, le M23 a occupé encore une plus grande partie de notre pays. La MONUSCO est là, qu'est-ce qu'elle fait? Rien du tout. C'est d'ailleurs ça. C'est d'ailleurs ça qui justifie même les manifestations de nos concitoyens de Goma, de savoir que nous avons la MONUSCO sur notre sol, on a déjà eu un exploit auparavant contre ce même M23. Pourquoi aujourd'hui il ne peut pas accomplir tout ça? Tout ça, ça peut être dit par rapport à ça. Donc je pense que par rapport à ça, quand tu vois ce que donne sur le terrain la MONUSCO,
le chef de l'État a raison. Par contre, ce que moi je n'ai pas compris, c'est que le président Tshisekedi sait pertinemment que le mandat de la MONUSCO ne tient pas de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est lui qui en décide, c'est le Conseil de sécurité, qui ne reçoit pas d'injonction de l'Assemblée générale. Pourquoi aller évoquer ça? C'est là qu'on renouvelle plutôt les mandats de la MONUSCO. Pourquoi prendre la peine d'évoquer un tel fait là? Autre chose, le gouvernement s'est mis d'accord avec la MONUSCO pour un retrait progressif. Un retrait progressif qui devrait commencer depuis décembre 2024. Un jour comme ça, le gouvernement s'est réveillé et s'est dit, bon d'accord, comme il y a eu des manifestations, nous ramenons ce délai à décembre 2023. On fuit quoi? Alors que on sait pertinemment le rôle qu'a toujours joué la MONUSCO dans le déploiement des kits électoraux. On est en 2 mois des élections. Pourquoi on repousse ça à décembre? En même temps, puisque vous remarquerez avec moi que l'ONU a aussi remarqué ça de la part du gouvernement. Et on dit au président Tshisekedi, dit bon d'accord, on a compris votre demande, mais on va évaluer votre demande le 20 décembre. C'est-à-dire qu'après les élections. Non, le 20 décembre, c'est le début même du vote. Ah ok, oui. C'est le jour même du vote des élections générales. Ça veut dire que c'est ce jour-là que les gens iront aux urnes et le gouvernement sera en train d'échanger avec le Conseil de sécurité pour se mettre d'accord sur cette demande qui vient de formuler le président Tshisekedi. Donc, c'était pour moi un coup de pied dans l'eau que d'évoquer ce point-là dans l'Assemblée nationale. Alors, encore un autre aspect, Moïse. Oui. Faire partir, accélérer le départ de la MONUSCO et laisser la place à la force régionale. Est-ce qu'on a changé quelque chose? Bon, je prends d'abord faire partie le force de l'ONU. Faire partie de l'ONU. D'abord, je prends d'abord cet aspect des choses. Le président Tshisekedi, je pense même s'il faut parler de l'EAC, je pense que lui-même il est déçu même de ce que l'EAC fait sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'est jusque-là d'accord qu'avec ce qui a été donné, les résultats sur le terrain de l'armée burundaise. Oui. Et vous avez appris aussi qu'en même temps, c'est la seule armée qui est le seul allié fidèle, en tout cas loyal, de la RDC sur le terrain aujourd'hui. Et vous avez appris que Kagame a tenté en même temps de renverser le régime du président Ndayishimiye. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si la RDC peut compter sur une armée étrangère, ça s'avère être inutile, une erreur. Nous devons nous replier sur nous-mêmes. C'est comme ça que je disais au début que je suis d'accord. Quand le président Tshisekedi dit que la MONUSCO a échoué, évidemment, messieurs, la MONUSCO a échoué et doit partir. Mais est-ce qu'elle doit partir seulement en décembre 2023? C'est là le problème. Vous craignez quoi? Je crains que ce soit plus une décision politiquement motivée plutôt qu'un fait social du fait que la population ne veille plus de la MONUSCO, d'autant plus que j'ai appris, je vais encore une fois de plus évoquer les câbles comme on aime le dire, comme aime le dire mon aîné Steve Wemby, que nous saluons, qui aime souvent parler des câbles. Au sein de la MONUSCO, on pense d'ailleurs que ces populations qui manifestent contre la MONUSCO sont instrumentalisées par le régime même en place. Je n'affirme pas ça, mais vous remarquerez avec moi qu'en même temps que la population décide d'aller manifester, en même temps, il y a le militaire, pas le policier, les militaires qui décident d'aller faire un carnage. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce qu'on a vécu. On n'a jamais vécu ça. Plusieurs dizaines de personnes qu'on a comme ça tirées à bout portant. Je ne sais pas ce qu'on voulait démontrer à la MONUSCO. Est-ce que c'est vrai ces informations? Non, je ne l'atteste pas. Mais je suis juste en train de réfléchir et me dire pourquoi le gouvernement veut maintenant même que la MONUSCO nous quitte en pleine élection. Est-ce qu'on n'a pas on n'a pas de points plus importants à évoquer? Donc, je pense que le président Tshisekedi, le régime, le gouvernement devrait
voir cette question après les élections. Permettez-moi de On est d'accord sur le départ de MONUSCO. Un seul point. Pendant les élections, avant, en cette période-là, ça fait quand même craindre. Ça fait craindre, ça donne une connotation beaucoup plus politique plutôt que. Alors, une seule seconde parce que on fait déjà si regardez, quand mon confrère parle. Comment le chef de l'État, selon lui, s'exprime du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU pour demander les départs. Et pourtant, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies que les décisions se prennent. Les sessions des Assemblées générales de l'ONU, n'est-ce pas, constituent une tribune d'expression pour le chef d'État membre de l'ONU. C'est là où le chef de l'État congolais devrait demander le départ accéléré de la MONUSCO. Et je rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale, à ceux qui nous suivent et à montrer, chers confrères, que le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a plus d'une fois pris part active aux réunions des conseils de sécurité de l'ONU élargies, où il a demandé le départ de la MONUSCO au nom du gouvernement congolais, au nom de la République démocratique du Congo. Merci. Ce n'est pas la première fois la RDC face à cette demande. Merci. Le chef de l'État, ce qu'il n'a fait que réitérer une demande qui était déjà faite depuis très longtemps. Merci beaucoup pour ces précisions. Et cette première demande était fixé pour demander à ce que ce départ commence en décembre 2024. Alors que là, il vient d'évoquer décembre 2023. Merci à vous. Pas la même chose. Merci Moïse d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Francis. Merci à vous. Je vous en prie, merci à toi pour l'invitation. Merci à vous, notre très chers téléspectateurs de CM13 Télévision, surtout les accros de Congo Presse, votre émission, d'avoir quand même consacré du temps à poursuivre cette émission. Nous prenons rendez-vous avec vous pour les samedis prochains à 16h. Cette émission est dédiée, n'est-ce pas, à tous les compatriotes, surtout nos concitoyens de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. On se voit d'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous.